enregistré sur cet ordinateur. Ok. Yes. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça J'espère que va? vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. Les habitués sont là. Salut les habitués. Contente de vous retrouver, j'espère que ça va. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce qu'il y a un petit peu de vent où je suis aujourd'hui. Ok, nickel, parfait. Alors, aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment il faut convaincre son banquier. Et évidemment, on va parler encore et toujours de certains éléments que vous connaissez, que je n'ai de cesse de vous rabâcher. Est-ce qu'il y a alors pour ceux que je ne connais pas, du coup, est-ce que vous pourriez même ceux que je connais d'ailleurs, est-ce que vous pourriez me dire, les raisons qui vous ont amené, à pousser, la porte virtuelle de cet événement aujourd'hui? Heu, Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous attendez de ma part? Si oui, merci de me les indiquer, dans la discussion que l'on a ensemble. N'hésitez pas à interagir, nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, donc vous pouvez, aisément, activer vos micros pour pouvoir justement, échanger avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir activé la caméra, c'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir de voir des visages, c'est intéressant. Je sais que c'est l'heure du déjeuner, que certains ont probablement en tout cas aux Antilles, c'est l'heure du déjeuner. Je sais que certains ont probablement, soit la bouche pleine ou en tout cas les mains occupées. Donc en tout cas, merci de passer ce moment avec nous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'idée, effectivement, la question que je me suis posée, c'était de savoir, comment convaincre son banquier. Alors bon, c'est pas la partie la plus compliquée, mais effectivement, avec certains points, certains outils, dont on va parler aujourd'hui, il y a un moyen effectivement de tirer la couverture de son côté, d'obtenir, les financements ou en tout cas un minimum de soutien. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à indiquer sur la conversation, les raisons pour lesquelles vous êtes parmi nous aujourd'hui. En tout cas, s'il y a des éléments particuliers que vous souhaiteriez que j'aborde. Et si c'est dans votre temps, ce sera avec plaisir que je le ferai. Donc, effectivement, comment convaincre son banquier? Bah, c'est tout à fait honorable, effectivement, de vouloir s'autofinancer, mais il faut quand même faire hyper attention. Et donc, il est toujours effectivement plus facile d'obtenir un financement pour un investissement que pour un problème de trésorerie, n'est-ce pas? Donc, on est quand même d'accord que vaut mieux prévenir que guérir et tenter déjà dès le départ d'essayer de récupérer des financements au maximum. Là, aujourd'hui, on parle de banquier, on parle de financement, mais mes propos tiennent aussi dans le cas de demandes de subventions, donc non remboursables. Mes propos sont les mêmes, sont sensiblement les mêmes et les règles sont sensiblement les mêmes. Alors, évidemment, bah, pour convaincre son banquier, on est d'accord qu'il ne faut pas être en interdit bancaire, c'est la base. Donc, c'est potentiellement tous les profils d'entrepreneurs. Et oui, on va arrêter de penser le contraire. Vous avez la possibilité, même dans le cadre d'une micro-entreprise, d'obtenir des financements et des subventions, surtout des financements. C'est un, c'est une vue de l'esprit, c'est une erreur, c'est une désinformation que de dire que parce qu'on est en micro-entreprise, on n'a pas la possibilité d'obtenir du financement. C'est faux, d'accord? Il y a des financements qui existent, il y a surtout des subventions qui existent qui vous permettent d'être accompagné. En fonction de la région dans laquelle vous êtes, vous avez la possibilité voilà, d'obtenir pas mal de choses, que ce soit pour l'obtention, l'achat pardon, de matériel d'outils, ou alors de l'aide pour toute la partie tech, à savoir investissement matériel ou immatériel en termes de site internet, création de logos, chartes, etc. Voilà, il y a pas mal de subventions qui existent aujourd'hui et qui vous permettent de faire ça. Du coup, pour la partie subvention, vous pouvez vous rendre effectivement sur les sites de votre région, d'accord, ou de votre département, les sites respectifs, donc le site gouvernemental de votre région, et vous allez pouvoir
vous allez pouvoir effectivement trouver le listing de toutes les possibilités en matière de financement et subvention, parce que du coup, on a des fois les deux. Donc, lisez bien, prenez le temps de la lecture et en fonction, voilà. Mais, vous l'avez bien compris, les règles seront toujours les mêmes. Donc, le financement, c'est évidemment, on l'a bien compris, une étape clé dans la réalisation d'un projet de création, d'accord? Ou d'un projet tout court d'ailleurs. Donc concrètement, ce que le banquier va analyser, c'est premièrement la motivation de l'entrepreneur. Celui qui sollicite le financement, bah, il doit être hyper motivé. C'est un élément hyper important. Ça a l'air simple dit comme ça, mais votre motivation se ressent au travers de vos propos, au travers de votre pitch, au travers aussi de la qualité des informations et de la teneur de réponse que vous allez apporter. Effectivement, vous en doutez bien, avant de lâcher l'argent, vous allez passer par, c'est presque un examen, j'ai envie de vous dire, sur lequel voilà, vous allez être questionné sur votre projet. Donc évidemment, vous l'aurez bien compris, il y a donc le pitch qui est hyper important, donc la manière de présenter le projet, la motivation qui va avec, les origines du projet. Est-ce qu'on arrive à toucher un petit peu l'interlocuteur qui est en face de nous? C'est vraiment le but. Donc utiliser la carte du capital sympathie, c'est hyper important, c'est hyper nécessaire. C'est ce qui va nous permettre de lier justement de faire cette liaison, de créer ce lien avec, ce fameux interlocuteur, un peu, comment dirais-je? Dont on crée un petit peu, les retours. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire les choses au mieux et de pouvoir lui apporter la totalité des éléments dont il attend. Hem, un bon projet, même dans un secteur d'activité qui est en difficulté, c'est un projet qui peut obtenir des financements. Il faut qu'on soit d'accord avec ça, OK? Moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de rencontrer, une première fois le banquier, après avoir évidemment formalisé votre projet. Faut au moins lui annoncer, voilà, que vous allez monter votre entreprise et que du coup, c'est l'occasion d'échanger avec lui et cetera. Et effectivement, après, c'est histoire de lui mettre un petit peu, l'eau à la bouche, on va dire ça comme ça. Faire le petit point avec lui, regarder effectivement, ce qu'il attend de nous, quels sont les éléments qu'il faudrait lui donner. Bon, je vous donne dans le mille, hein, c'est le business plan. On va y revenir encore une fois et toujours plus que jamais. Et dans le business plan, on a quoi? On a cette fameuse étude de marché, d'accord? On a les relations aussi avec les fournisseurs, on parle du produit, on parle du service, on parle de la commercialisation, du mode de distribution. Ce sont des éléments qui sont des éléments clés sur lesquels le banquier va vous poser des questions. Contrairement à ce qu'on peut penser, le banquier va examiner tous les éléments de votre projet. Donc clairement, si votre projet n'est pas assez abouti, ben, un banquier un peu efficace, alors je parle du banquier efficace, hein, vous l'avez bien compris. Le banquier efficace, le banquier idéal va vous renvoyer vers potentiellement un accompagnement ou un réseau, enfin voilà, qui va vous permettre de peaufiner un petit peu le projet. On a pas mal de réseaux qui existent. Vous pouvez passer par le biais de consultants comme nous, effectivement. Mais voilà, dans tous les cas, vous l'aurez bien compris, il faut que votre business plan soit euh, établi, abouti, terminé, plié. Et en tout cas, que vous soyez en mesure, effectivement, de comprendre ce qui a été dit et de justifier des chiffres et des besoins qui sont dans ce fameux business plan. Un autre point qui est important pour convaincre son banquier, évidemment, c'est l'apport personnel. Évidemment, si on a un apport personnel tel qu'il soit, aussi petit qu'il soit, c'est toujours mieux que de ne rien avoir. En investissant effectivement de vos propres fonds, pardon, dans un projet, vous montrez très clairement que vous croyez en votre projet. On ne peut pas arriver, comme on dit en créole, les deux mains ballantes, donc les deux mains pendantes comme ça et les mains vides en se disant salut, j'ai besoin que tu me prêtes 200 000 euros. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On va peut-être se poser des questions concernant votre envie, concernant votre investissement par rapport à votre projet, alors que si vous avez mis, peu importe ce que vous avez mis dedans, en termes d'euros ou en tout cas même en apport en nature, c'est déjà la matérialisation de votre positionnement par rapport à votre projet. Vous avez investi personnellement dedans. Vous êtes potentiellement, enfin vous êtes potentiellement, vous êtes engagé dans ce projet, vous êtes engagé financièrement. Voilà. Donc plus que jamais, tenter de constituer cette espèce de petit baluchon qui va justement vous permettre de récupérer faire les demandes de subvention et de les faire, financement subvention, pardon, et de les faire en ayant toutes les armes de votre côté. Donc, comme je vous le disais, avec cet apport personnel, vous allez effectivement rassurer le banquier. Et on a une autre alternative aussi qui peut venir pallier au manque d'apport personnel. Ce serait éventuellement l'alternative de la caution. C'est aussi intéressant et c'est à prendre en compte. C'est pas forcément ce que je recommande
le plus. Mais c'est vrai qu'un apport personnel avec une petite caution derrière, franchement, le combo des deux et un bon business plan, en général, on s'en sort plutôt correctement. Pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, ben, ne vous imposez pas d'autocensure non plus, hein. Vous pouvez quand même obtenir un financement, mais pour ça, effectivement, il faut que le projet soit sérieux et qu'il y ait une bonne dose, effectivement, de motivation. Je le dis tout le temps, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, donc c'est un marathon. Donc, il faut se donner les moyens, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à pousser des portes et à les casser par moment. Il ne faut pas hésiter aussi à passer par la fenêtre si la porte est fermée. Voilà, il y a toujours une solution, mais c'est avec persévérance qu'on obtient un petit peu tout ça. Donc voilà. Alors, ensuite, du coup, vous l'avez bien compris, on va revenir sur deux sujets. Le sujet de l'étude de marché qui est hyper important, mais aussi on va échanger un petit peu sur le business plan. Alors, comme l'un et l'autre se croisent, je vais commencer par discuter avec vous du business plan. Du coup, on va reprendre un peu les bases, à savoir à quoi il sert et les étapes pour lesquelles il faut le constituer. Plus que jamais, voilà, je ne saurais trop vous conseiller que de réaliser votre business plan. Évidemment, si vous avez le souhait de vous faire accompagner, vous pouvez passer par nous. Pour ça, Tara vous fera le point par la suite sur ça. Mais c'est plus que nécessaire. C'est indispensable de faire ce fameux business plan, mais surtout que vous ne preniez pas à la réalisation de votre business plan. Il ne sert pas à grand-chose que de faire quelqu'un faire le business plan et vous retrouvez vous un peu comme, permettez, mais un peu comme un abruti, c'est ça, à ne pas pouvoir répondre aux questions. C'est important de pouvoir répondre aux questions du banquier. Alors, c'est bien de payer un prestataire pour faire le business plan, c'est cool, mais avoir les connaissances pour la réalisation du business plan, comprendre ce qui se passe, comprendre c'est quoi un plan de financement, comprendre c'est quoi un BFR, c'est hyper important. C'est savoir parler de son produit, savoir parler de son service, savoir parler des 4P. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. C'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre déjà de constituer votre pitch, premièrement, mais surtout d'être là en qualité de sachant et non pas simplement, voilà, je suis passée par quelqu'un, il m'a fait mon business plan, tiens, lis-le et débrouille-toi. Ça marche pas. C'est pas représentatif clairement de la motivation que vous êtes tenu de mettre dans le cadre de l'obtention d'un financement ou d'une subvention. Voilà. Donc, pour revenir au business plan, vous avez effectivement 9 étapes pour réaliser un bon business plan. Les 9 étapes sont matérialisées par la rédaction de ce qu'on appelle un executive summary. On y revient dans quelques minutes. La seconde étape consiste en la présentation des équipes fondatrices. Dans la troisième étape, on va parler des valeurs de l'entreprise. C'est hyper important. Si on arrive à sensibiliser la personne, à générer des émotions chez elle en lui parlant des fameuses valeurs de notre projet, franchement, c'est en grande partie dans la poche, ou à minima, en tout cas, cette personne, ce banquier, cet interlocuteur, redoublera d'efforts pour pouvoir vous aider à obtenir ce fameux financement. Et donc, effectivement, on va passer aussi sur la partie étude de marché. C'est important, c'est obligatoire, c'est nécessaire, c'est voilà. Cette étude de marché va nous permettre effectivement de définir notre stratégie commerciale, de déterminer la stratégie de communication. Vous l'aurez bien compris, tout ça est lié ensemble. Donc, il est nécessaire que toutes ces parties soient cochées. OK? Derrière, une fois qu'on a les éléments par rapport au projet, par rapport par rapport aux produits ou aux services, par rapport à la stratégie commerciale, la distribution, la communication, on peut commencer à parler de business model. C'est quoi mon business model? Comment je vais le faire? Comment je vais faire en sorte de transformer la vente et de faire en sorte qu'il y ait un réel achat à un moment donné. Euh, Évidemment, quand on parle de business plan, on ne parle pas que de chiffres, mais on parle aussi de la forme juridique, puisque la forme juridique que vous allez choisir va avoir effectivement un impact non négligeable d'ailleurs sur votre business plan et notamment en termes de charges que vous aurez à l'année, que ce soit des charges sociales ou fiscales. Donc, c'est important aussi de faire le point sur la forme juridique. Alors, on va commencer par le nerf de la guerre. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Quel est l'intérêt du business plan et est-ce que c'est limpide pour vous, l'intérêt de construire un business plan? Ou alors, est-ce que vous êtes plus dans la team, moi, je fais pas de business plan et je fais ça un peu, comment dirais-je? Je fais ça un peu au feeling et puis on verra bien ce qui se passe. Vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas team business plan. Ça se comprend aisément. Il y en a plein comme vous n'êtes pas les seuls.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour un petit peu faire comprendre il faut accepter qu'à un moment donné, il faut passer par la case suivante, que même si c'est pas la partie la plus cool, c'est vraiment nécessaire de se coller à un moment donné. N'hésitez pas du coup à interagir, comme je vous l'ai dit, dans la discussion. Et pour répondre à ta question, Sylvia, non, malheureusement, l'usage de l'acte, c'est pas considéré comme étant un apport. Ça vient, c'est une subvention, mais c'est pas un apport pour autant. Alors, pour rebondir du coup sur ce que je vous disais précédemment, l'intérêt, pourquoi? Eh ben, tout simplement, c'est mettre à plat en fait toutes les idées que vous avez euh, relatives à votre projet. Ça permet à vos lecteurs de prendre part à votre projet, de constater quels sont vos objectifs, en tout cas dans leurs ensembles, de saisir vos missions, mais surtout et idéalement d'adhérer à vos valeurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La notion de valeur dans l'adhésion, dans l'investissement de quelqu'un est hyper importante. Dans l'idéal, il faut que nos valeurs soient alignées pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Donc, servez-vous de ça. C'est un outil important, c'est un outil qu'il faut travailler. Et on ne peut pas arriver là simplement en disant oui, moi, je veux revaloriser l'écosystème guadeloupéen. Oui, c'est cool, ok, mais en fait, comment tu fais? Voilà. Quels sont les éléments que tu mets en place? Comment tu vois les choses? Donc, évitez, voilà, de vous mettre dans une position où vous donnez un peu, comment je vais dire, le bâton pour faire battre, avancer des propos que vous êtes en mesure de justifier toujours. Et c'est donc l'intérêt du business plan qui est ce fameux support papier, ou en tout cas dématérialisé, mais en tout cas qui est cet élément de communication qui va vous permettre de présenter effectivement votre projet, de présenter vos aspirations et de faire en sorte voilà, que vous arriviez à fédérer autour de vous et à fédérer autour de ce projet. Évidemment, vous l'avez compris, fédérer, c'est me donner de la thune, hein, voilà, c'est ça, vous verrez dans tous les cas. Voilà. Alors, qui sont potentiellement les fameux lecteurs de ce business plan? Vous l'aurez bien compris, on revient sur mon ami le banquier, dont il est question aujourd'hui, mais c'est aussi mes futurs partenaires. Si j'ai envie de motiver quelqu'un pour qu'il soit mon associé, qu'il soit mon partenaire ou à minima qu'on fasse de la prestation de service ensemble, il faut que j'ai quelque chose à lui montrer. Ce n'est pas parce que je t'aime bien, que tu m'aimes bien, que je vais investir 10 000 euros avec toi. Il faut quand même que je sois sûre un petit peu de ce que tu vas faire avec mon argent. Et donc, c'est tout l'intérêt, effectivement, de ce fameux business plan. Donc, plus que jamais, pardon, réaliser un business plan parfait, ça va vous permettre de vous mettre tout ce petit monde dans la poche. Avant même, d'ailleurs, que la société ne soit créée et que les potentiels collaborateurs soient là. Ça vous permet, effectivement, de marquer des points, à leurs yeux. Et clairement, il faut absolument pas que vous négligiez votre production. La qualité de votre production est hyper importante. Donc, évidemment, on évite les écueils, fautes d'orthographe, éléments indiqués sur le business plan que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas. D'accord? Les chiffres un peu trouvés à la ramasse, on ne sait pas d'où ils sortent. On a pioché ça. Oula, on a pioché ça de son chapeau et on l'a mis là. On s'est dit, tiens, la bouteille d'eau, oh, ça doit valoir 3 euros, alors que pas du tout. Sachez que les banquiers sont très au fait des prix du marché, de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ça va être difficile de gonfler un peu les tarots pour tenter d'obtenir plus de financement. Soyez un peu raccord avec ce qui se passe, soyez alerte de ce qui se fait. Et quand on fait le business plan correctement et qu'on a défini correctement ses besoins de financement, on a fait les recherches nécessaires, normalement, on est OK sur les montants. Donc, vous l'aurez bien compris, pour faire le business plan, il faut être sur le ton de la séduction tout au long de ce fameux business plan. D'accord? L'idée, encore une fois, c'est d'attirer des investisseurs, c'est de permettre à la banque d'être rassurée pour que l'on puisse effectivement obtenir ces fameux financements. Donc, comment on va construire son business plan? Tout simplement, on va commencer par l'une des étapes les plus importantes, qui est relativement spécifique, c'est la rédaction de ce fameux executive summary. En fait, c'est le résumé opérationnel, en gros. Donc, l'executive summary, c'est quoi? C'est effectivement cette partie très courte du business plan, mais non moins importante, puisqu'elle permet de résumer les objectifs essentiels du business plan de manière très synthétique. Ça donne une vision globale un peu de votre projet, d'accord? Et donc, effectivement, les éléments que l'on va inclure dans le cadre de ce projet, les éléments classiques de la structure, hein, donc le nom de l'entreprise,
la nature de l'activité, les valeurs, pardon, l'histoire du projet, les motivations, les origines, comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi je souhaiterais monter telle ou telle structure, OK? Et puis, on va parler aussi de l'audience cible, à qui est mon client au final, qui est mon client final, et puis la typologie de mon marché. Qui sont mes concurrents, quelles sont leurs tailles, quelles sont les opportunités sur le marché, est-ce qu'il y en a toujours, ou alors est-ce qu'on est sur un marché qui est un petit peu serré en ce moment, et s'il est serré, effectivement, quelle est ma plus-value et pourquoi moi je souhaiterais rentrer là? Quelle est la plus-value? Pourquoi on va venir manger mon fameux burger et qu'on n'ira pas manger le burger de Taranta, par exemple? Voilà. Donc, dans tous les cas, ce sont des éléments qui sont indispensables à ce business plan. Et surtout, il y a un autre point qui est important, on va y revenir dans quelques minutes, c'est la présentation de l'équipe de dirigeants. C'est important que l'on comprenne comment vous avez fait votre choix sur l'équipe principale, si tant est que vous soyez plusieurs, et surtout, quelles sont les compétences de chacun. Mais on y reviendra dans quelques minutes. Vous l'aurez compris, quand je parle de résumé opérationnel, vous l'avez bien compris, ou peut-être, enfin, en tout cas, c'est assez clair pour moi. Euh, c'est ce qui va vous permettre de pitcher. Le résumé opérationnel, donc le exclusive summary, c'est ce qui va vous permettre de parler de votre structure. C'est ce qui va vous permettre de vendre. C'est avoir un discours rodé, percutant, essentiel pour pouvoir présenter son projet sous son meilleur jour. Donc, vous l'avez bien compris, on ne fait rien pour rien. Et là, clairement, l'executive summary, c'est le début de notre fameux pitch qui va nous permettre de faire un show au banquier, un show séduction au banquier, pour qu'il puisse effectivement voilà, nous financer, ou en tout cas nous aider au financement de notre activité. Donc, la seconde étape, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est la présentation de l'équipe. Effectivement, pour créer un business plan qui soit relativement personnalisé, dans lequel transparaissent vos valeurs, notamment votre valeur en qualité de fondateur, il est essentiel que vous puissiez présenter la formation, le parcours, les compétences, et ça pour chacun des membres de votre équipe. Équipe et, alors, quand on dit équipe, on parle de cofondateurs, on parle de futurs associés, on parle de salariés. Et effectivement, c'est important pour moi que ce soit précisé dans le business plan, mais c'est surtout nécessaire de désigner la personne qui aura ce fameux rôle de représentant légal de société, de dirigeant. C'est important d'expliquer pourquoi cette personne a été choisie, quelles sont ses compétences et pourquoi c'est lui qui est en qualité de représentant légal de la société de dirigeant, mais surtout, quelle est la complémentarité entre lui et les différents et potentiels cofondateurs et ou associés ou tout simplement futurs salariés. Voilà. Donc, plus que jamais, mettez en avant la complémentarité effectivement des compétences respectives de chacun. Et, ouais, et puis normalement, on est OK sur cette partie. Encore une fois, on cherche à jouer la carte de la sympathie. Donc, n'hésitez pas à partager votre histoire, votre parcours, des anecdotes qui vous ont mené à être là aujourd'hui. N'hésitez pas à dire que le projet, finalement, on l'a fait, on était au bord de la plage et puis on s'est rendu compte qu'il manquait ça. Et puis, du coup, on s'est dit, tiens, on va faire ça. Voilà. C'est une belle anecdote, mine de rien. Ça a l'air basique comme ça, mais c'est une très belle anecdote. Je vous rappelle que Netflix, à la base, c'était deux mecs qui prenaient des prunes parce qu'ils remettaient leur DVD en retard. Ouais. Et c'est ça l'histoire de Netflix à la base. Donc, en termes d'anecdotes, je pense qu'on est pas trop mal. Donc, donc voilà. Alors, l'autre point dont il faut qu'on discute quand on est dans la réalisation de son business plan, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, je vais encore remettre une couche, l'exposé des valeurs du projet. C'est essentiel, effectivement, dans le business plan que les valeurs qui animent l'équipe, qui vous animent vous en qualité de dirigeant, soient mises en avant. C'est ce qui a constitué le point de départ de la motivation. C'est le pourquoi du comment. On s'est dit, tiens, on va faire ça et nous, on va le faire mieux que les autres, potentiellement, parce que on vise tous un petit peu cette excellence. Et donc, effectivement, les fameuses valeurs de l'entreprise, ça peut être plein de choses. Ça peut être le sens du service, ça peut être l'expertise dans tel ou tel domaine, ou ça peut être effectivement un impact social, territorial ou autre du projet sur mon, mon territoire ou en tout cas mon secteur. Donc, encore une fois, quand on expose ces valeurs, c'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre, clairement, c'est l'outil qui va vous permettre de sensibiliser les investisseurs, de sensibiliser le banquier et de lui faire comprendre que, OK, mon projet, il y a des valeurs derrière. Je fais pas juste ça comme ça. Je fais pas juste ça comme ça. Je fais ça parce que, voilà, c'est important pour moi. Je voudrais que mes valeurs soient mises en avant. Je voudrais pouvoir enfin
être en harmonie avec moi-même et être en accord avec mes valeurs. Peut-être qu'avant, dans le cadre de mon salariat ou autre, ben, je ne pouvais pas m'exprimer suffisamment. J'étais un petit peu en, comment dirais-je, en porte-à-faux avec les valeurs de l'entreprise. Et aujourd'hui, voilà, j'aimerais travailler en étant alignée et en mettant en avant les fameuses valeurs qui sont celles-ci. Je vais vous citer un petit peu et vous expliquer surtout le pourquoi du comment. Alors, il y a Madi qui m'a demandé combien de pages sur un business plan max. Je ne vais pas te dire qu'il y a un nombre de pages max. Je pense que l'executive summary, il faut compter 2-3 pages déjà sur ça. Et le reste, c'est plan financier, etc. Moi, j'ai envie de te dire un gros business plan, un truc bien fait. Bon, bah déjà, la partie plan financier, on est déjà sur 4-5 pages, déjà. Tu ajoutes 4 pages en plus, 4-5 pages en plus, avec une présentation bien comme il faut. Là, on a quelque chose d'intéressant. Mais là, c'est par usage que je te dis ça. Et ce serait une moyenne. Ça ne correspond pas nécessairement à un business plan qui serait fait pour un plus gros projet. Voilà. C'est vraiment, on va dire que le business plan est un peu à la hauteur du projet. Voilà. Mais il y a quand même un minimum et je pense qu'on est à peu près sur une dizaine de pages, à peu près, pour avoir quelque chose. Plus vous allez donner de la matière, plus on va comprendre où vous voulez aller. Plus vous allez donner de la matière, plus on se sentira rassuré. La nature a horreur du vide. Évidemment, le banquier aussi, il aime bien les comptes bien remplis. Et donc, il ne va pas vous donner des sous juste comme ça. Voilà. Il voudrait s'assurer. Il n'y a rien de mieux que des faits et notamment des chiffres quoi, pour pouvoir effectivement rassurer ce fameux banquier ou en tout cas ce potentiel investisseur. Donc, la partie, évidemment, comme je vous l'ai dit sur les valeurs, on est OK dessus. Là, on va faire on va travailler sur une autre étape. Enfin, je vais vous exposer une autre étape qui est celle de l'étude de marché. L'étude de marché, c'est un élément indispensable. C'est un élément indispensable parce qu'il reprend l'analyse de 3 éléments principaux qui sont l'offre, évidemment, la demande et la potentielle carence sur le marché. Alors, quand je parle d'offres, il faut effectivement identifier les offres qui sont disponibles sur le marché. Les concurrents sont la composante essentielle. Il est important de savoir combien de concurrents sont présents sur mon marché, la variété de leur offre, les tarifs qu'ils pratiquent. Il faut comprendre leur stratégie commerciale, la stratégie opérationnelle et surtout, c'est ce qui va nous permettre de mieux appréhender l'offre qui existe sur le marché. Quand je dis qu'il faut étudier la concurrence, il faut vraiment étudier la concurrence. C'est pas parce que je suis allée me balader chez mon concurrent que j'ai étudié son truc. OK? Je vous rappelle que l'offre, c'est pas juste un produit. C'est combien de concurrents il y a sur le marché? Quel type de produit il a? Est-ce qu'on est sur les mêmes gammes de produits? Est-ce qu'on est sur des produits de même qualité? Pourquoi lui, il a choisi différentes gammes, il n'en a pas gardé qu'une seule? Donc effectivement, la variété des offres. Est-ce que les tarifs qu'il propose sont alignés avec celles du marché? On est comment sur ces tarifs-là? Est-ce qu'on est sur des tarifs tranche haute, tranche basse, ou en tout cas, on est aligné sur la concurrence? Il y a des raisons. Ce n'est pas fait juste comme ça. Il y a des raisons, OK? Soit on est sur de la notoriété, soit on est sur un produit où on veut faire de l'accès à tout le monde, donc on est sur un produit moyen, voire bas. Enfin voilà, il y a vraiment une stratégie. Il y a une stratégie commerciale derrière, il y a une stratégie opérationnelle derrière. Donc, quand vous travaillez l'offre, faites-le vraiment en connaissance de cause et allez plus loin que simplement le fait de regarder un petit peu ce qui se passe chez mon concurrent et relever les prix. Ça, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. OK? Toujours dans la partie étude de marché, évidemment, aussi à l'offre, vous l'aurez bien compris, de l'autre côté, il y a la demande. Donc, concernant la demande, effectivement, il est également indispensable de procéder à une étude attentive de la clientèle cible, des habitudes de consommation, évidemment, du budget. Mais le plus important, c'est de se dire quelles sont les attentes qui n'ont pas été satisfaites par mes concurrents. Et c'est là où, justement, on va parler d'une potentielle carence sur le marché. La carence, c'est quoi? C'est l'identification d'un ou de plusieurs besoins, attentes ou habitudes en tout cas, qui n'ont pas été satisfaits par mes concurrents. Et c'est cet élément-là précis qui va constituer notre avantage concurrentiel. Et c'est cet élément, donc ce fameux avantage concurrentiel, que mon entreprise va exploiter et qui va faire en sorte qu'elle obtienne une part sur le marché. Donc, vous l'avez bien compris, pour cerner son marché cible, d'accord? Le mieux, clairement, c'est d'aller à la rencontre des clients, des concurrents, des acteurs du marché. La règle est simple,
pour créer son business plan, il faut être capable de comprendre les attentes de la future clientèle. C'est hyper important. Si je ne sais pas qui est mon client, je ne saurais pas comment je dois lui vendre. Je dois comprendre de quoi il a besoin et ça de la manière la plus précise possible. Ensuite, sur l'étape 5, alors, je vais vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire comme Maddy et comme Sylvain. Allez-y, continuez à poser des questions dans notre discussion. J'y réponds dès que possible. Donc, cinquième étape, pardon. On a parlé, donc là, on a parlé d'offres, on a parlé de demande, on a parlé de cette fameuse carence qui existe sur le marché. Maintenant, on va définir ma stratégie commerciale. Et là, on arrive sur ce fameux 4P. Les 4P, c'est quoi? C'est le mix marketing en français. Et donc, pour le mix marketing, c'est quoi? C'est le prix, le produit, la distribution et la communication. Dans le prix, on est d'accord qu'on a établi une liste d'offres. J'ai fait l'offre de mes produits et de mes services que mon entreprise propose. Ben, évidemment, il va falloir que je sois en mesure de détailler les prix qui vont avec. Il va falloir que je regarde, est-ce que je propose une formule ou pas? Donc, je peux avoir des grilles tarifaires, je peux avoir des tarifs dégressifs, je peux avoir toutes sortes de forfaits, etc., qui me permettent justement de me positionner et en tout cas d'établir mon prix de vente. Je n'ai pas besoin de vous dire que le prix de vente est un élément indispensable qui demande en plus beaucoup de temps à être établi, puisqu'effectivement, il y a toute une étude de la concurrence à faire, mais il y a surtout toute une étude relative au prix et des techniques de calcul, notamment la marge de revient, etc. Voilà. Hein? La partie pricing, c'est pas la partie la plus simple, mais c'est l'une des parties les plus importantes. Le prix va évoluer en fonction du type de produit que vous allez avoir. Est-ce que vous dépendez ou pas d'un autre fournisseur pour de la matière première, ou alors est-ce que vous faites de la production intellectuelle et à ce moment-là, on est sur un taux horaire. Faites attention, le calcul du prix quand on fait de la prestation de service et le calcul du prix quand on fait de la vente de produits, ce n'est pas la même chose, ça ne se calcule pas de la même manière. Donc, il est nécessaire que vous ayez connaissance de ces éléments-là. Ensuite, on a parlé donc du prix, donc ça c'est le premier P. Le deuxième P du DKP, du coup, c'est la partie produit. Donc, effectivement, on a un catalogue de biens ou de services, voilà, ils doivent être dressés, je dois avoir les caractéristiques, je dois avoir les atouts, je dois regarder s'il y a effectivement des packs que je propose. Est-ce qu'il y a des gammes différentes? Pourquoi j'ai des gammes différentes? Ça, c'est des éléments hyper importants. Le troisième P, donc en anglais, place, en français, donc là, c'est la distribution, donc c'est mon mode de distribution. Comment, par quel canal mon entreprise va vendre ses produits ou son service? Est-ce que je vais avoir une boutique en physique? Est-ce que je vais avoir une boutique en ligne? Est-ce que je vais passer par des distributeurs, d'autres intermédiaires? Comment je vois le truc? Comment ça va s'organiser? C'est nécessaire que vous ayez ces informations. Vous n'êtes pas obligé de passer par un seul canal. Vous pouvez très bien avoir une boutique en physique et une boutique en ligne. Aujourd'hui, la présence en ligne est presque obligatoire, j'ai envie de vous dire. C'est difficile de faire ça. Donc n'hésitez pas, voilà, même si vous avez ne serait-ce qu'un site vitrine, c'est bon à prendre, on est OK. Votre positionnement en ligne est hyper important aujourd'hui. Et bien évidemment, voilà, ma digression est toute trouvée. On va passer au 4e P, donc la promotion en anglais et donc la communication. C'est la partie qui va nous permettre de déterminer toute une stratégie et qui va suivre la stratégie commerciale. J'ai une stratégie commerciale, c'est OK. J'ai un produit, j'ai un prix, je sais qui est mon client, je sais comment je vais dérouler, je vais pouvoir distribuer. Très bien. Mais du coup, maintenant, il faut que je sache comment je vais communiquer avec les tiers. Parce que mon client, je sais qui il est, mais là, jusqu'ici, lui, il ne sait pas trop qui je suis pour le moment. Donc, on va essayer de regarder ça différemment. Et donc, effectivement, je vais devoir établir une stratégie de communication. Cette stratégie de communication, elle apparaît dans le business plan. C'est important, d'accord? Pourquoi? Parce que il faut effectivement définir l'image de l'entreprise. Il faut donner une identité propre à votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une charte graphique, avoir un logo, avoir une couleur qui vous est propre, avoir ce fameux discours commercial avec des mots-clés qui peuvent déclencher la vente. Moi, je suis dans la création d'entreprise. Je fais de la formation, mais je suis dans la création d'entreprise. Mes mots-clés, c'est création d'entreprise. C'est accompagnement. Ça, ce sont des mots-clés chez moi. Peu importe les publications que vous allez voir sur mes réseaux, ce sont des éléments qui reviennent systématiquement. D'accord? Il faut que quand vous pensez création d'entreprise, et aujourd'hui surtout, quand vous pensez
ouais, quand vous pensez création d'entreprise, quand vous pensez formation, il faut que vous pensiez à nous. Le campus digital, c'est qu'un consulting, voilà. Ça, c'est nous. Voilà. Il faut que ce soit presque des automatismes au bout d'un moment. Donc, ça veut dire que demain, quand Christina, Madi, Tania, Silver ou autres seront dans dans une action de création ou autre, ils sauront effectivement pour, mais attends, je t'ai tombé sur Instagram, je fais un truc, j'avais vu ça, création d'entreprise, voilà, je sais, c'est un truc rose. C'est un truc rose un peu violet comme ça, là. Et normalement, vous devriez retomber sur moi. Parce que du coup, j'ai une identité. Ma communication a une identité. Par exemple, moi, quand je communique, en fonction de mon public cible, de celui que je veux vraiment avoir, que je veux vraiment nicher, moi, je ne vois pas un tutoie. Parce que chez moi, c'est l'entrepreneuriat qui vous ressemble. Donc, en gros, vous venez comme vous êtes et voilà. Je peux pas, ça c'est ça c'est la grande maison avec le grand M là comme ça, donc je peux pas reprendre leur baseline, mais à peu de choses près, si j'avais pu la prendre, je l'aurais récupérée. Voilà. Et moi, effectivement, c'est l'entrepreneuriat qui vous ressemble. Donc du coup, il y a une forme de tutoiement, il y a une forme de légèreté, c'en est pas c'en est pas moins, pardon, sérieux, rigoureux et important. Mais voilà, mon approche, ma manière de dispenser les choses est plutôt cool. Je pense que vous l'aurez remarqué. Si vous suivez un petit peu le campus, vous avez bien vu que nous, on est relativement friendly et on est un peu, voilà, sans langue de bois, on n'est pas très guindé, on dira ça comme ça. Voilà. Donc, mais en même temps, si vous êtes là, c'est parce que nos valeurs vous ont séduit et que vous vous êtes senti à l'aise d'être avec nous aujourd'hui et donc de passer ce moment avec moi aujourd'hui. Voilà. Donc, ça fait partie de mon identité. C'est une identité que moi, je souhaiterais mettre en avant. Au-delà de mon identité, ça fait partie de mes valeurs. Vous voyez un peu comment ça se recoupe, tout ce que je suis en train de vous dire? Voilà, c'est comme ça en fait. Normalement, ça doit se recouper comme ça dans votre esprit. Et donc, du coup, toujours dans le cadre de la stratégie communication, ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est qu'il faut effectivement déterminer les canaux qui vont être exploités pour faire la promotion de votre structure. Donc, on a la création de site web, on a la distribution de flyers, on a les réseaux sociaux plus que jamais aujourd'hui. On a toute la partie journaux, on a les passages télé, on a la publicité dans les transports, le marquage des véhicules. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui vont vous permettre effectivement de pouvoir vous faire connaître. Voilà. Et il y a des éléments qui sont à 0 €, comme il y en a d'autres qui vont vous coûter des milliers d'euros avec des 4 par 3 dans la rue. À vous de savoir quel est votre budget, comment vous ajustez un petit peu les choses. Surtout, je vous le rappelle, votre communication, elle ne peut être faite que au travers, pardon, du prisme de votre client. Je vous rappelle que l'intérêt de la communication, c'est pas juste salut, je suis là. C'est non. Toi, je sais qui tu es, je sais ce dont tu as besoin. Je suis en mesure de t'apporter ce dont tu as besoin. Et donc, regarde-moi, je suis là et moi, je peux t'aider. Voilà. C'est un peu ça, en fait, le plan. Mais il faut que je sache à qui je parle. C'est en plus je connais mon client, plus je sais comment lui parler, plus je vais pouvoir lui dire: «Écoute, salut, tu vas bien? Voilà, alors je sais que toi, tu as besoin de ça. Moi, j'ai ce qu'il te faut, en vrai. Voilà. Moi, j'ai ce qu'il te faut et je te le propose à tant d'argent». Et je sais que ce montant-là, c'est pas un montant qui sera rébarbatif pour toi parce que du coup, le montant correspond à ta cible, correspond à ta poche puisque je t'ai étudié. Je sais qui tu es. Quand on parle client, rappelez-vous, tranche d'âge, catégorie socio-professionnelle, profil, personne, pardon, heu, hem, professionnel particulier, ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants. Vous devez les connaître. Vous devez savoir à qui vous parlez. Je ne vais pas m'adresser à un enfant de 3 à 4 ans, je ne vais pas m'adresser à lui de la même manière que je vais m'adresser à son parent. Et puis de surcroît, je vous mets le doigt sur quelque chose que l'on ne voit pas nécessairement, celui qui initie l'achat n'est pas toujours celui qui paye. Quand on passe devant les magasins de bonbons, qui est-ce qui initie l'achat? Je vous le donne dans le mille. Ce sont ces fameux petits énergumènes qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont rien du tout. C'est eux qui initient l'achat, ce n'est pas nous. Mais par contre, qui sont les payeurs? C'est bien nous. Voilà. Donc du coup, vous l'aurez bien compris, là, dans ce cas-là, vous avez 2 types de clients. Vous avez l'enfant que vous devez attraper coûte que coûte et vous avez derrière ce fameux parent, qui lui aussi doit se laisser séduire et en sa qualité, de grand enfant et en plus on est je suis un magasin de bonbons, donc c'est top. Voilà. Et vous remarquez bien qu'on va tellement loin dans la promotion et on va tellement loin dans la stratégie que même les bonbons sont à hauteur d'enfant. Les vitrines sont à hauteur, le linéaire et le rangement des bonbons commence dès le bas. C'est volontaire. C'est pas pour remplir la vitrine, c'est pour que les enfants aient envie, tout simplement. Donc il y en a pour vous à votre hauteur, mais il y en a pour les plus petits aussi.
Vous voyez, il y a toute une stratégie autour de ça qui est mise en place. Donc là, on est vraiment sur la stratégie communication et commerciale. Vous l'aurez bien compris, ce sont des éléments qui se recoupent et qui doivent être effectivement bien étudiés. Donc effectivement, les stratégies telles qu'elles soient, donc communication opérationnelle, stratégie, oui, bah, c'est ça, commerciale, ça ne doit pas être négligé et ça doit apparaître de manière claire et limpide dans le fameux business plan. Effectuer un business plan de qualité, c'est le début de votre stratégie marketing aussi. D'accord? Il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir faire du marketing. Ces éléments-là sont issus de la communication, du produit, du service, de tous les éléments qu'on a cités depuis tout à l'heure. D'accord? Toujours dans le cadre de l'établissement de mon business plan, qui, je vous le rappelle, me permettra, est un outil de séduction qui va me permettre de convaincre mon banquier, de convaincre mes futurs interlocuteurs. OK? Là, on va parler de ce fameux tableau de trésorerie. Dans le tableau, pas le tableau de trésorerie, le tableau prévisionnel financier. Le tableau prévisionnel financier, il se compose de 2 tableaux. Le premier tableau, effectivement, c'est le chiffre d'affaires minimum espéré. Et le deuxième tableau, c'est le plan de financement. Alors, sur le premier tableau, donc qui est le chiffre d'affaires minimum espéré, il faut que vous puissiez présenter de manière réaliste le chiffre d'affaires que vous espérez. Et donc, effectivement, le chiffre d'affaires, ça se calcule au nombre de ventes réalisables par jour et multiplié par le panier moyen du consommateur. D'accord? Dans ce fameux total tableau chiffre d'affaires minimum espéré, il y a évidemment les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Ce sont les charges. Il y a le loyer, il y a les coûts de fabrication des produits, il y a, les coûts d'achat des matières premières, le remboursement des emprunts, les impôts, les salaires, la rémunération du dirigeant. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent effectivement apparaître et pris en compte et qui vont vous permettre de calculer ce fameux chiffre d'affaires. Ensuite, on a un second tableau, comme je vous l'ai indiqué, qui est, lui, le tableau de financement. Encore une fois, même dans le cadre du tableau de financement, il s'agit d'être effectivement réaliste. Quand on est réaliste, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à recenser la totalité de nos besoins qui sont nécessaires pour le lancement de mon activité. Je parle à ce moment-là de besoins, d'éléments nécessaires. Je ne parle pas d'éléments de confort. Je vous rappelle que pour faire une livraison d'un point A à un point B, vous n'avez pas l'obligation d'être en Porsche Cayenne. Vous pouvez faire ça en Twingo. Ça fonctionne très bien. Ça livre la même chose. C'est le même produit. Vous pouvez aller d'un point A à un point B sans problème. C'est vrai que la Porsche Cayenne, c'est beaucoup plus agréable, mais il n'empêche qu'avec la Twingo, ça marchera quand même. Voilà. Donc, faites attention aux investissements que vous allez faire. Il faut que ce soit des investissements intelligents et nécessaires. Donc, dans le plan de financement, je vais recenser la totalité de mes besoins. Je suis désolée, ça va être trop long, de mes besoins qui sont nécessaires pour lancer mon activité. Et évidemment, de l'autre côté, je vais contrebalancer ça avec ces fameuses ressources, donc ces ressources internes. Et là, effectivement, on arrive sur la question qui intéressait Sylvia tout à l'heure, à savoir l'apport. Ça va être des ressources effectivement, et qui vont me permettre justement de démarrer mon activité. Dans la partie ressources, je vous rappelle que vous avez les apports, mais vous avez aussi ce qu'on appelle, alors les apports, ça peut être du numéraire, mais ça peut être aussi de la nature. Si j'ai déjà un véhicule de livraison, déjà une petite fourgonnette, je peux très bien mettre la fourgonnette à profit dans le cadre de ma structure. C'est un apport, c'est un investissement que je fais. J'utilise un de mes biens personnels pour ma structure. D'accord? Ça aussi, ça fait la différence. OK? Et donc, évidemment, quel est l'intérêt, du coup, de faire cette différence entre la totalité des besoins et les ressources déjà mobilisées? C'est ce qui va me permettre de savoir quel est mon besoin de financement extérieur. Le besoin de financement extérieur, selon vous, c'est qui? C'est le banquier. De combien ce fameux banquier, de combien je vais avoir besoin et quelle sera la teneur de ma discussion avec ce fameux banquier? Donc là, je vais lui montrer par A plus B que pour la réalisation de mon activité, je vais avoir besoin de 50 000 €. Donc s'il m'en donne 30 000, c'est cool, parce que du coup, de l'autre côté derrière, je suis en cours de faire des demandes de subventions et de financement à hauteur des 20 000 manquants. Pas forcément par le biais du banquier, mais par le biais d'autres organismes prêteurs et qui aident au démarrage des activités.
Ça se recoupe un petit peu dans votre esprit ou pas? Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? OK. Alors, toujours dans le cadre effectivement de ce fameux, business plan et ce sont les derniers points, il est nécessaire et important que l'on aborde le choix de la forme juridique. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, heu, ce choix joue un rôle, dans l'élaboration du business model et du business plan. Effectivement, il y a un régime fiscal et en fonction du régime fiscal et social qui seront appliqués, bah, il y aura des dépenses qui seront afférentes. Dans les dépenses, on entend le régime d'imposition, les charges sociales, les frais administratifs. Ça, ce sont des éléments qui rentrent dans les charges et qui doivent être calculés. Ne vous laissez pas surprendre par la fiscalité, par le régime fiscal et social, parce que du coup, bah, vous allez vous mettre tout seul dans la mouise en réalité. Donc, vous l'avez bien compris, au-delà de me permettre de convaincre le banquier, ce fameux business plan, bah, ça va m'aider à moi aussi voir où je mets les pieds. Ça va m'aider à voir à quelle sauce je vais être mangée. Est-ce que j'ai suffisamment prévu les choses? Est-ce que j'ai, voilà, un baluchon suffisant pour pouvoir démarrer mon activité? De ne pas me laisser surprendre par les potentielles charges qui vont tomber, que j'avais pas prévues, qui vont m'amener à fermer ma structure. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, sachez que, alors c'est les seuls chiffres que j'ai en tête là, mais sachez qu'en Guadeloupe, par mois, il y a 320 créations d'entreprises. C'est énorme. Combien passent les 3 ans? Beaucoup moins. Et le but justement de ce fameux business plan, le but justement de faire dans la gestion, d'apprendre à gérer une structure, de faire les formations nécessaires pour être un bon gestionnaire, justement, bah, tout ça, ça passe par, dans un premier temps, le business plan. Donc clairement, ne faites pas les fainéants. Ne lésinez pas vos moyens et vos efforts sur la réalisation de ce business plan, parce qu'il est plus que jamais hyper important. Et encore une fois, c'est ce qui va vous permettre, je suis désolée pour le bruit, et donc je vous disais effectivement, c'est ce qui va vous permettre de trouver les financements et de convaincre ce fameux banquier. C'est un élément clé. C'est vraiment un élément clé sans lequel, franchement, voilà, moi, en fait, le banquier va clairement pas vous recevoir, soyons clairs. Soyons clairs, le banquier va vous regarder. C'est la première question qu'il va vous poser, c'est: «Bonjour, où est le businessman?» Terminé. Et c'est après lecture du business plan qu'il va commencer à discuter avec vous. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'il soit bien ficelé. Donc, 5 petites astuces quand même, par rapport à ce fameux business plan. Comme je vous l'ai dit, on est sur une opération de séduction. Donc faites vivre votre histoire à vos lecteurs. Il faut les séduire. Donc mettez de belles phrases, soignez la rédaction, soignez l'orthographe, soignez la présentation de ce fameux business plan. Rendez-le agréable à la lecture. Ne m'écrivez pas des pavés, que si on les reçoit dans la tronche, on peut en mourir, ce serait dommage. Voilà, parce que du coup, ça ne donne pas envie de lire. Proposez-nous quelque chose de graphique, quelque chose qui soit attrayant, qui me donne envie de lire et que je sois dans le confort pour pouvoir en prendre connaissance. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, mettez plus que jamais, et je vous le dis, l'accent sur la valeur ajoutée, en gardant toujours un œil sur vos concurrents. Votre valeur ajoutée, c'est l'élément que votre concurrent ne sait pas gérer. Et c'est pour ça que moi, je suis là, parce que moi, je sais le faire et je vais le faire mieux que toi. OK? C'est pour ça que tu vas venir chez moi. Parce que le service chez moi est beaucoup plus agréable que le service quand tu iras chez Untel. Mon burger est meilleur parce que mon burger est issu de produits locaux, ce sont des produits bio et c'est le meilleur en fait. Vous aurez noté que je parle beaucoup de burgers, je pense que c'est l'heure du déjeuner, c'est ça, n'est-ce pas? Je pense que je vais en commander un. Du coup, trêve de plaisanterie, le troisième point, la troisième astuce, chiffrez vos données dès que cela est possible afin que vous soyez crédible. Je vous ai dit, si vous n'avez pas de chiffres en main, c'est pas la peine. Vous parlez à quelqu'un qui ne vit qu'au travers des chiffres. Si vous arrivez en lui racontant, en lui contant fleurette, c'est sympa, mais au moment où il va vous parler des chiffres, vous allez avoir du mal à faire l'équilibriste. Pour que vous n'ayez pas à faire justement l'équilibriste, préparez vos données. Quatrième astuce, c'est pas la plus facile, en tout cas moi c'est la partie la plus compliquée, notamment à l'oral pour moi, mais ça se prépare et ça se corrige. Soyez synthétique pour ne pas perdre vos lecteurs. Soyez synthétique pour ne pas perdre votre interlocuteur. Il est devant vous, le banquier. S'il commence à faire des petits dessins sur le papier, c'est qu'il y a un problème. Normalement, il doit vous poser des questions, il doit être alerte. Tout ça, ça se prépare au travers du pitch, la prise de parole en public. C'est important.
On ne va pas vous demander d'être un orateur, mais par contre, on va vous apprendre comment échanger, comment discuter, comment expliquer quel est votre projet de manière extrêmement simple. Et de surcroît, si vous avez réalisé ce fameux executive summary dont je vous parlais tout à l'heure, en début d'heure, là, normalement, vous êtes OK. Vous êtes OK. Et c'est juste 2-3 techniques à mettre en place derrière, et puis on est bon. Et enfin, dernière astuce, ben, on y revient du coup. Préparez-vous à présenter le plus possible votre fameux business plan. Soyez prêts. Soyez prêts, balancez et soyez sûr de vous au maximum. Pour être sûr de soi, la maîtrise d'un outil, la maîtrise d'une présentation, ça arrive en la répétant. Moi, les fois où j'ai dû faire des présentations de business plan ou en tout cas des opérations de séduction auprès d'interlocuteurs, ben, j'ai bossé. J'ai bossé ma presse. J'ai bossé mon pitch, j'ai bossé mes chiffres. J'ai tout bossé, j'ai tout mis en place, j'ai tout préparé. Et c'est ce qui m'a sauvée. Parce que du coup, toutes les questions qui ont pu qui ont pu m'être posées, en tout cas une majorité d'entre elles, ben, j'ai su apporter une réponse. C'est vraiment important que vous compreniez l'intérêt du business plan. Et surtout, comme je vous dis, ce sont des éléments effectivement qui vont me permettre justement de pouvoir rassurer mon financeur, rassurer ce fameux banquier et lui dire: «Écoute, voilà, tu as vu, moi, j'ai tout bien réfléchi, j'ai tout bien pensé et en fait, il y a plus de place à l'erreur. Il faut que tu me suives, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu me soutiennes». Donc soyez sûr de vous, d'accord? Et pour être sûr de soi, moi, je pars du principe que ça, c'est de l'ordre de la technique. Si je maîtrise mes données, si je maîtrise mon pitch, moi, je vais dérouler mes affaires et ça va bien se passer. Voilà. Donc ça, c'était, pour les petits, conseils pour terminer justement cette petite présentation. J'espère que j'ai répondu à vos besoins, j'espère que j'ai répondu aux attentes que vous aviez aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Tarantia, qui va clôturer ce moment avec vous afin de vous expliquer en quoi effectivement nous, on peut vous aider de manière un petit peu plus particulière. Merci beaucoup, Madi. De manière un petit peu plus particulière, personnalisée, surtout dans un système d'accompagnement, puisque vous l'aurez compris, ça fait partie de nos valeurs. On n'est pas là pour faire à votre place, on est surtout pour vous accompagner et pour que, en votre qualité de potentiel futur entrepreneur ou en tout cas porteur de projet, vous soyez en mesure de jouer les équilibristes correctement et de parler en pleine confiance de vos projets futurs et en tout cas de toutes les données qui sont dans ce fameux business plan. Donc voilà, je vais laisser la parole à Tara, du coup, qui va faire le petit point avec vous. Je vous remercie encore d'avoir passé ce temps avec moi, ce précieux temps. N'hésitez pas à prendre attache avec nous. Nous sommes sur la région, enfin, nous sommes en Guadeloupe, du coup. Nous sommes en Guadeloupe, mais en physique, on est en Guadeloupe, du coup. Mais on fait certains passages en Martinique, pour ceux qui le sont. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, on est à Jarry, donc n'hésitez pas sur la ville de Bémao, n'hésitez pas à passer vers nous. Tarantia va vous mettre les coordonnées. Vous pouvez nous contacter. On est présent tous les jours, toute la semaine. Voilà, très tôt le matin, très tard le soir, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si vous avez la moindre question, on reste à votre entière disposition. Moi, Mathieu, Tara, on est là avec grand plaisir. Et voilà, je vous souhaite à nouveau un bon appétit pour ceux qui ne sont pas passés à table. Et je vais vous laisser effectivement avec Tarantia qui va vous expliquer un petit peu, qui a en tout cas des petites propositions assez intéressantes à vous faire. Voilà. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup, Caro. Alors, donc je prends le replay, le relais. Donc, comme vous l'avez compris, effectivement, la création d'entreprise, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment se donner à fond, se donner les moyens et faire attention à comment on fait les choses, quels choix on fait. Et nous, justement, on vous accompagne dans tous ces choix, que ce soit pour le business plan, que ce soit pour les statuts juridiques, que ce soit pour la communication également. On est là pour vous accompagner. Donc, on vous accompagne à travers une formation, plutôt, moi je préfère dire un accompagnement qui s'appelle Déclic. Donc, cet accompagnement, c'est un accompagnement qui vous permet de créer votre entreprise de A à Z, c'est-à-dire qu'on part du business plan pour arriver à l'immatriculation de votre entreprise à la fin. Donc, la formation dure 43 heures. Elle est faite à distance, en cours du soir, de 18h à 20h du lundi au vendredi, avec un système de replay. Donc, vous ne ratez rien de votre formation. Si, par exemple, le vendredi, vous n'êtes pas là, le samedi, vous avez accès à votre formation à partir de 11h. Donc, vous ne ratez rien. Est-ce que, utilisateur Zoom, j'imagine que tu as une question? Non? Tout va bien pour vous pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Bon, ça a l'air d'aller.
Donc, cette formation, vous avez, du coup, c'est un accompagnement. Pourquoi je dis un accompagnement? Parce que notre chère Caroline est la personne, du coup, qui dispense cette formation. Donc, vous avez rencontré votre potentielle future formatrice pour créer votre entreprise. Donc, elle va vous accompagner de manière individuelle, personnalisée, on va dire ça comme ça plutôt. Vous êtes 5 pendant cette formation, donc très peu de personnes pour que vous puissiez suivre votre formation au mieux et être accompagné par Caroline au mieux. Vous avez 3 bilans individuels avec Caroline. Donc, le premier pour faire connaissance avec elle, pour un peu présenter votre projet et qu'elle puisse voir un peu comment elle peut vous accompagner. Donc, faire en sorte que la formation colle avec votre objectif. Ensuite, le deuxième bilan ici, ce sera pour voir un peu ce que vous avez pu effectuer au début de votre formation, puis voir ce qu'il y a à faire par la suite, avant la fin de votre formation. Et enfin, le dernier bilan ici, ce sera un point que vous allez faire sur ce que vous avez pu réaliser pendant cette formation et l'immatriculation de votre entreprise. Donc, vous l'avez bien compris, c'est concret. C'est-à-dire qu'à la fin de votre formation, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Ça y est, tout est déclaré, tout est fait. Voilà, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, comme je le répète tout à l'heure, hein, c'est un accompagnement. Nous, on est là pour vous aider de l'inscription jusqu'à l'immatriculation, et voire même par la suite, si vous avez également besoin de conseils, besoin de suivi, nous, on est là aussi. Voilà, on est là pour vous accompagner. Cette formation est à 1 935 €. Elle est finançable par le CPF, par le Pôle emploi, par les ECO, par la région, et en fonds propres également jusqu'en 10 fois. Vous pouvez cumuler plusieurs aides, comme le Pôle emploi plus le CPF, le fonds propre plus le CPF, voilà. Vous pouvez cumuler les aides au financement. L'objectif, c'est que vous ayez votre entreprise clé en main sans, pour le moment en tout cas, dépenser de votre poche. Voilà. Là-dessus, on va vraiment s'adapter à vous et s'adapter à vos besoins, mais également à vos disponibilités, à ce que vous pouvez fournir comme financement. Voilà. Donc, moi, je suis là pour ça, justement. Donc, c'est moi qui vais vous accompagner par la suite. Si vous prenez rendez-vous, donc je vous ai mis le lien juste là. Je vous le remets. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien juste là. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, donc c'est un entretien qu'on fait ensemble, on fait connaissance, on voit un peu votre projet et moi, je vois comment je peux vous accompagner pour votre inscription. Je vois comment je peux vous accompagner pour le financement de la formation. Donc, tout dépend de votre profil. Si vous êtes demandeur d'emploi et que la formation vous intéresse, je vous conseille vivement de prendre rendez-vous maintenant. Pourquoi? Parce que le Pôle emploi, c'est un peu aléatoire. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre très peu de temps. La réponse n'est pas 100% sûre. Donc, prenez rendez-vous maintenant. Comme ça, on touche du bois. Si vous n'avez pas de réponse positive du Pôle emploi, on peut rebondir et trouver une autre solution pour votre formation. Voilà. Vous avez le compte CPF, vous avez les locaux et moi, je vous accompagne également pour ce genre de financement. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à allumer vos micros hein, si vous en avez des questions. Alors, Madi, ton micro est allumé. Est-ce que tu as une question? Non, j'écoute attentivement parce que c'est intéressant, mais pour le moment, non. D'accord, ok, très bien. Oui. Non, tout va bien? D'accord, ok. Alors, sachez autre chose très, très, très important. Si vous souhaitez financer vos formations par le CPF, surtout, il faut que vous fassiez votre identité numérique La Poste. Quelle que soit la formation, que ce soit pour la création d'entreprise ou une autre formation, si vous voulez passer par votre CPF, faites cette identité numérique La Poste. C'est cette identité qui va vous permettre de vous inscrire à une formation. Pas accéder à votre compte CPF, mais vous inscrire, faire un dossier d'inscription pour une formation. Voilà, c'est très simple à faire, simplement, et ça bug parfois, donc ça peut aller très vite, comme ça peut prendre des semaines pour pouvoir la débloquer. Voilà. Donc, est-ce que tout va bien pour vous? N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets les contacts de Caroline, donc de CK Consulting, juste ici. Voilà, je vous mets également le numéro du directeur du campus digital, donc Mathieu Parti. Et du coup, pour me contacter moi, donc, je vous mets également mon numéro de téléphone.
Hop. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, c'est la balle est dans votre camp. Hein. C'est à vous de jouer, c'est à vous de vous lancer. Et nous, on vous accompagne. Encore une fois, nous, on vous accompagne, on est là pour vous. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste faire une petite intervention. Bonjour, Parentia. Alors, moi, je vous conseille vivement de faire cette formation d'éthique. Donc, j'ai fait la formation d'éthique, ça s'est très bien passé et les renseignements sont optimum, hein, je vais dire. Je vous conseille vivement de faire cette formation parce qu'elle est complète. Elle est complète et sachez qu'une étude de marché seule vaut beaucoup plus cher que cette formation. Voilà. Donc je vous invite vivement à la faire pour créer votre entreprise, qu'elle ce soit une micro-entreprise ou une grande entreprise, enfin, peu importe. En tout cas, vous aurez des explications assez simples pour comprendre. Et puis vous aurez aussi par la suite un suivi parce que je tiens à le dire, quand même l'équipe, même après la formation, vous pouvez les contacter et vous avez des réponses à vos questions. Voilà, c'est juste une petite intervention comme ça. Merci. Voilà, donc, franchement, merci beaucoup. Oui, donc Christina a effectivement participé à la formation des clés. Elle a pu ouvrir du coup son entreprise qui s'appelle Contentement, un très beau projet d'ailleurs. Donc voilà, vous avez la preuve vivante que cette formation peut vous apporter beaucoup de choses et peut, je dirais même, changer votre vie d'une certaine manière. Voilà, parce que c'est pas partout qu'on trouve ce genre d'offre, parce qu'effectivement, faire un business plan, faire de la comptabilité, des choses comme ça, bon, après, en soi, si vous avez besoin d'un comptable, ok, mais avoir ce genre de renseignements coûte plus cher, effectivement, que la formation en elle-même. Et en plus de ça, la formation, elle est à 1935, vous n'êtes pas obligé de financer de votre poche. Voilà. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. C'est une formation que je vous conseille. Voilà, Christina l'a dit, hein, c'est une formation qu'elle conseille également. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Moi, je suis là. Voilà, c'est mon travail. Je suis là toute la journée, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler, vous pouvez prendre rendez-vous. Et moi, je vous appelle et on fait le suivi. Il n'y a aucun problème pour ça. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça a l'air d'aller. Très bien. Bon, ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Encore merci d'avoir participé à cette formation gratuite. J'espère que vous avez eu toutes les informations dont vous avez besoin. Bien sûr, il y en a d'autres ce sera bien plus détaillé dans la formation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Et Merci. à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.